Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau cours que je commence. Donc un cours qui va changer quand même radicalement de celui que j'étais en train de faire, qui portait sur le Second Empire. Ce cours-là va porter sur la vie politique. Alors c'est un vaste sujet que je m'apprête à attaquer, disons. Donc c'est un petit peu une première pour ce cours. J'ai essayé de le façonner comme je pouvais, il y aura peut-être des creux, ou peut-être même des erreurs, mais j'essaierai d'être le plus clair possible dans mes explications. Donc tout d'abord, il est bien de commencer par un petit préambule. Donc en guise de préambule, on va s'interroger, donc qu'est-ce que la vie politique ? Donc la politique se rapporte à tout ce qui concerne le pouvoir dans l'État. Il peut y avoir de la politique dans des sociétés qui ne possèdent pas d'État au sens moderne du terme. La politique va donc concerner ce qu'on appelle la conquête du pouvoir étatique, l'exercice de ce pouvoir, son maintien et éventuellement sa perte. Il faut distinguer le pouvoir proprement politique, donc celui que nous allons étudier, des autres formes de pouvoir, exemple le pouvoir paternel, le pouvoir marital, mais aussi le pouvoir économique ou encore culturel. On distingue dans l'étude du pouvoir politique deux catégories d'acteurs, les gens qui sont directement engagés ou intéressés dans la conquête et l'exercice du pouvoir, les femmes et les hommes politiques. À propos de ces acteurs, d'ailleurs, on se demandera donc dans quelle mesure leurs actions peuvent-elles être considérées comme professionnelles. Et les personnes qui, sans viser l'exercice du pouvoir, ne sont pas moins concernées par le pouvoir politique, plus ou moins indirectement et activement. La population en France sont-elles concernées par la politique ? L'étudier revient à se demander dans quelle mesure l'action politique est intégrée dans la vie sociale en général. Donc maintenant que ce petit préambule est fait, nous allons donc pouvoir nous intéresser au vif du sujet. Alors pour cette vie politique, voilà, c'est un petit peu une histoire de la vie politique, puisque j'ai une formation d'historien et non pas de juriste. Bon, je côtoie quelques juristes, ce qui me permet d'avoir un petit peu ce point de vue juriste. Donc c'est à dire que voilà, ce cours va être un mélange des deux. Il est fait pour des juristes, donc on va étudier un certain nombre de codes de loi, puisque dans la vie politique il y a beaucoup de codes de loi, mais également son histoire, son évolution. Alors on pourrait remonter très loin de cette vie politique, on pourrait remonter si vraiment on voulait quasiment aller au fondement, on pourrait repartir voilà, dans la Grèce antique, même l'Empire romain et le code romain qui a servi pendant des années et qui sert encore aujourd'hui. Mais bon, moi c'est pas ma spécialité, donc nous allons commencer à partir de la Révolution française. Nous allons dérouler de cette période et vous allez voir que déjà rien qu'en partant de la Révolution, il y a des choses à dire. Donc le premier chapitre portera sur la Révolution, donc 1789-1799. Alors les États généraux se réunissent au château de Versailles le 5 mai 1789. En l'espace de quelques années, à partir de cette date, on assiste à des bouleversements politiques et institutionnels considérables. Il est d'abord question de la fin de la monarchie absolue, puis ensuite de la fin de la monarchie elle-même. Donc, commençons avec première partie, donc les débuts de la Révolution à la chute de la monarchie, donc août 1792. Alors la fin de la monarchie absolue durant l'été 1789 et tout d'abord le conflit à l'Assemblée, la révolution des juristes. Donc, on parle de révolution des juristes pour deux raisons. Premièrement, le débat porte principalement sur le régime constitutionnel. Deuxièmement, ce débat est mené surtout par les députés juristes. Au départ de la Révolution, au mois de mai 1789, ressurgit la question qui avait été posée sans être résolue en 1788, à savoir celle du mode de vote aux États généraux. Pour l'essentiel, les députés de la noblesse et les députés du clergé veulent maintenir les débats par ordre, c'est-à-dire dans trois chambres différentes. Voilà le problème qui s'était posé pour ce tiers-état. Il y avait un problème qui se posait lors de la réunion des États généraux. Peu importe ce qui était voté, c'était forcément le tiers-état qui était lésé, puisqu'il y avait un système, comme je viens de le dire, de vote par ordre. Donc en général, le clergé, la noblesse votait oui, par exemple, et le tiers-état, votait contre.
Ou alors le tiers-état votait oui et la noblesse et le clergé votaient contre, puisqu'ils avaient les mêmes intentions, et comme c'était par ordre, c'était une voix. Donc ça faisait systématiquement toujours 2 contre 1. Et c'était le problème qu'il a fallu résoudre. Donc au contraire, les députés du tiers-état veulent organiser une assemblée, une chambre unique dans laquelle tous les députés seraient égaux et le vote se ferait par tête. Et par tête, c'est le tiers-état qui l'emporte, puisque le tiers-état représentant la plus grande majorité de la population, elle est plus nombreuse que le clergé et la noblesse. Et puis le tiers-état pouvait compter sur le bas clergé également, qui ne jouissait pas des mêmes privilèges du haut clergé, et donc qui s'est, durant la Révolution, rallié à ce tiers-état. Donc ils décident donc de se constituer en assemblée, sans quoi ils admettaient que le système traditionnel de vote par ordre. Ils demandent aux députés du clergé et de la noblesse de les rejoindre dans une assemblée, unique pendant 1 mois. La majorité des députés des 2 ordres refusent cela. Début de juin, le point de départ de la Révolution n'est pas le conflit entre les États généraux et le roi, mais un conflit à l'intérieur des États généraux entre les ordres privilégiés et le tiers-état, ce que je vous expliquais. Le tiers-état décide de convoquer une véritable assemblée unique. Dans leur salle, ils font l'appel de tous les députés, y compris du clergé et de la noblesse. Au bout de quelques jours, certains députés du clergé rejoignent les députés du tiers. Il s'agit des députés du bas clergé qui ont la même origine sociale que les bourgeois du tiers. Voilà, ce bas clergé, le clergé séculier, qui vit avec vraiment avec les citoyens, avec le tiers-état, ce sont les curés, tout ça, les curés, les prêtres, qui ne jouissent pas, voilà, de ces grands privilèges qu'ont les archevêques, les évêques, et voilà, c'est-à-dire d'avoir des grands domaines de terre. Non, le bas clergé paye des impôts, voilà, hein. Ils sont vraiment dans le même stade social que ces bourgeois du tiers-état. Le 17 juin, le tiers décide de prendre le nom d'Assemblée nationale. Il s'agit d'une véritable révolution politique, car en se proclamant Assemblée nationale, le tiers fait savoir au roi qu'il constitue une assemblée de la nation entière qui s'oppose à la volonté du roi et qui s'impose aussi. On pourrait dire que c'est un coup d'État. Le 19 juin, le clergé, à la majorité de ses membres, députés, décide de rejoindre cette assemblée, renforçant ainsi sa légitimité. Le roi va réagir en décidant d'intervenir personnellement à l'Assemblée des États généraux, pour ne pas reconnaître l'Assemblée nationale, et interdire aux députés de se réunir en faisant fermer les portes de la salle du château de Versailles où se réunissaient les députés. Je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonnés, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. C'est là, vous voyez voir le fameux épisode que tout le monde connaît. Donc, le 20 juin, les députés du tiers, du clergé et quelques-uns de la noblesse se réunissent dans une grande salle dans la ville de Versailles, celle du jeu de paume. Les députés vont prêter le serment du jeu de paume, dont le but est de promettre de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. C'est donc le 20 juin qu'est prise la décision de rédiger une constitution écrite. Fait notable, les députés pensent alors que la France n'a pas de constitution. Pour accroître le pouvoir de cette décision, les députés prêtent donc serment, institution à caractère juridique mais aussi à caractère religieux, prêter serment. Sacralisation du serment. Dès l'aube de la Révolution, les actes politiques importants ont un caractère sacré. Il va y avoir une sorte de sacralité de la Révolution et de la nation, notamment
juste après la prise de la Bastille, certains iront planter ce qu'on a appelé les arbres de la liberté, et ces fameux arbres de la liberté seront bénis par les curés et les prêtres. Donc là, pendant toute la Révolution française, c'est un aspect très intéressant à étudier, ce rapport complexe entre religion et révolution, là, cette révolution presque sacrée. Le 23 juin, les députés sont à nouveau réunis au château, où le roi intervient avec une position nuancée, car il reconnaît effectivement certaines revendications, notamment le pouvoir des États généraux de voter les impôts. C'est la première prérogative politique des revendications des assemblées. C'est notable tout de même. Qui se rapporte aussi au vote du budget. En revanche, Louis XVI refuse les autres demandes du tiers, et celui-ci décide de poursuivre sa résistance en appelant tous les députés, y compris la noblesse, à le rejoindre. Le 27 juin, le roi va céder et demander aux ordres privilégiés de se réunir désormais avec le tiers. Autrement dit, le roi confirme indirectement la légitimité de l'Assemblée nationale. De fait, on peut se demander si cette date ne représente pas la fin de la monarchie absolue. Il convient quand même de nuancer cette lecture parce que la position du roi est équivoque. On constate qu'au même moment, le roi fait avancer des troupes autour de Paris et donc autour du château de Versailles. Les troupes étrangères, les régiments de Flandre, etc., qui reviennent, les gardes suisses également. Conséquence très importante car les députés de la population de Paris pensent, sans doute à raison, que le roi veut faire pression sur l'Assemblée avec ses troupes. Empêcher toute opposition de l'Assemblée. C'est alors que naît l'un des grands mythes de la Révolution qu'on appelle le complot aristocratique. C'est une rumeur. C'est l'idée d'une opération manigancée dans le secret. Le mot aristocrate sous la Révolution n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Le complot aristocratique est un complot préparé par les grands nobles qui entourent le roi. Mais les mots aristocrate et aristocratique vont rapidement changer de sens, perdant leur acceptation sociologique. Un certain nombre de nobles vont quitter l'Assemblée et même la France en signe de résistance à la Révolution. On appellera les aristocrates les ennemis de la nation, c'est-à-dire les adversaires de la Révolution. Quelques années plus tard, on qualifiera les aristocrates des gens qui ne sont pas nobles. Bon, je vous renvoie à la chanson ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ce sont ces aristocrates-là. Les aristocrates dans le sens noble. C'est dans ces circonstances que la révolution des juristes, affirmation par les députés juristes de leur volonté de faire une réforme constitutionnelle, va être relayée et consolidée par la révolution dans le pays. Donc maintenant, dans une deuxième partie, nous allons pouvoir nous intéresser à cette révolution dans le pays. Premièrement, la révolution parisienne. Lancée par la bourgeoisie et le petit peuple, petits commerçants, boutiquiers, artisans, soit les petits chefs d'entreprise et leurs ouvriers ou compagnons. Ces gens qui s'investissent dans le combat politique et de révolution vont recevoir rapidement le nom de sans-culottes. L'initiative de la Révolution est prise par les électeurs du tiers-État, rassemblés en élus électoraux dans les circonscriptions électorales de Paris. Passées les élections, ces derniers décident de continuer à se retrouver dans ces assemblées, ce qui est illégal. Cette décision est le point de départ de la constitution d'une municipalité révolutionnaire qui prendra le nom de commune. Ce sera la commune de Paris, la première commune de Paris, pas la commune de Paris de 1871. Je vous rassure, c'est pas la même chose, mais petite anecdote, la commune de Paris, qu'on connaît souvent, la plus célèbre, c'est cette commune de 1871. En réalité, elle prend son nom de la commune de la Révolution, puisque le système politique qui est instauré dans cette commune est un système très proche de ce que voulaient réaliser les communards de 71. Bref. Donc ce nom de commune, laquelle va jouer un rôle très important dans la Révolution. La population de Paris, et les électeurs du tiers en particulier, sont très sensibles à l'idée d'un complot aristocratique. Ils ont peur que le roi envoie des troupes à Paris pour mettre fin à ces débuts de révolution.
Un incident va les alarmer quand le roi décide de renvoyer du gouvernement le ministre le plus populaire du cabinet, c'est le ministre des Finances, un Necker. En effet, la population de Paris considère que le renvoi de Necker du gouvernement est la première étape du complot aristocratique. C'est pour réagir contre cette menace que les électeurs du tiers décident de lever une milice de citoyens. C'est l'origine d'une institution très importante, encore au XIXe siècle, qui est la garde nationale, et dont la raison d'être est de se défendre contre la garde du roi. Cette garde nationale qu'on retrouve également, petite parenthèse aussi, lors de la commune de 71, cette garde nationale qui se constitue également de citoyens et qui affronte l'armée du gouvernement de tiers. Le but premier de la prise de la Bastille, donc la grosse forteresse, qui s'ensuit, est d'y prendre de la poudre contre la milice du roi. Or, c'est en même temps le lieu de Paris où sont enfermées les personnes frappées par les lettres de cachet, qui apparaissaient aux libéraux comme le symbole du pouvoir arbitraire du roi. Donc la lettre de cachet, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un des pouvoirs du roi, un pouvoir, comme je l'ai dit, arbitraire, donc c'est-à-dire que le roi peut décider d'enfermer qui il veut. C'est-à-dire qu'un matin, il peut se réveiller et puis voilà, il dit à un de ses conseillers, bon bah celui-là, je veux que tu me l'enfermes à la Bastille. Il fait une lettre de cachet, qu'il signe de sa main, hop, et voilà. Donc ensuite, l'homme en question reçoit cette lettre et il est conduit, là, en l'occasion, à la Bastille. Donc bien sûr, ce pouvoir de la lettre de cachet est considéré comme un outrage à la liberté pour les citoyens, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils vont se battre pour également que les pouvoirs du roi diminuent, et en priorité ces pouvoirs-là, ce pouvoir arbitraire. Donc de fait, la prise de la Bastille prend un sens utilitaire, récupérer la poudre, et humanitaire, délivrer les prisonniers. Bon, j'ai mis humanitaire, mais les prisonniers en réalité, ils sont que 7, voilà, 7 prisonniers de la Bastille, c'est pas la grande prison de la Bastille, c'est plus symbolique, vraiment. C'est ce symbole, voilà, de cette lettre de cachet. Au moment des faits, la prise de la Bastille apparaît comme une opération de libération. Et en 1793, l'Assemblée de l'époque, la Convention, décide de considérer la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 comme le point de départ de l'ère de la liberté en France. Le calendrier révolutionnel partira ainsi de l'instauration de la République et non du 14 juillet. Il faut enfin remarquer qu'il faudra attendre la Troisième République, fin du 19e siècle, pour que le 14 juillet devienne fête nationale en France, par la volonté des députés de la Troisième République de se rattacher à la Révolution de 1789. Quelles sont les conséquences du 14 juillet 1789 ? Politiquement, elles sont très importantes, car Louis XVI recule à ce moment-là devant cette sorte d'insurrection populaire. Il décide de rappeler Necker au gouvernement, puis de retirer les troupes qui se rapprochaient de Paris, avant enfin de reconnaître définitivement la légitimité de l'Assemblée nationale. Entre-temps, le 9 juillet, l'Assemblée nationale avait décidé de prendre le nom d'Assemblée nationale constituante, suite au serment du jet de paume. Cette assemblée serait à la fois constituante. Elle a rédigé la première constitution écrite et législative en même temps qu'elle vote la constitution, elle vote un certain nombre de lois. Conclusion, cette révolution parisienne a au moins consolidé, sauvé la révolution des juristes. Cependant, la révolution de l'été 1789 ne se manifeste pas seulement à Paris, mais aussi en province, pas qu'en Provence. C'est ce que nous allons voir. Donc, on a deux formes de révolution en province. Une à la ville, l'autre à la campagne. Ce n'est pas la même. Commençons par la ville. Donc, durant l'été 1789, se déroule la révolution municipale en province. Il s'agit d'une révolte dans les villes de province, au moins de la petite et de la moyenne bourgeoisie, contre les municipalités en place, car celles-ci sont à la fois dominées par quelques grandes familles, donc oligarchiques, et en plus dépendant étroitement du gouvernement. En effet, cette révolution municipale ne traduira pas seulement le rejet des oligarques, des oligarchies locales, elle traduit aussi le rejet par les nouvelles municipalités du pouvoir du gouvernement central. On rejette dans ces municipalités la centralisation du pouvoir, et notamment celui de l'administration.
La centralisation est un phénomène ancien initié par la royauté qui consiste à concentrer le pouvoir politique administratif au centre, c'est-à-dire dans les mains du gouvernement. Or, l'Assemblée nationale ne rejette pas du tout la centralisation royale, puisqu'elle reprend à son compte le principe traditionnel de centralisation du pouvoir. L'Assemblée nationale veut donc continuer à centraliser le pouvoir en France. Les municipalités provinciales décident de s'associer entre elles contre la capitale en constituant des fédérations. L'Assemblée rejette cette révolution municipale, c'est pourquoi l'un des premiers chantiers de l'Assemblée va être de préparer une grande réforme de l'administration locale en France qui fera l'objet de grandes lois dès la fin de 1789. On assiste à la création de départements et communes. Ces réformes ont un caractère d'uniformisation, car en France, tous les départements et communes sont traités de la même façon, aspect de la centralisation. Voilà, à peu près pour cette révolution dans la ville. Maintenant, la révolution dans les campagnes. Le phénomène est très important de par son ampleur et ses conséquences. On assiste au cours de l'été 1789 à une révolution paysanne qui est liée à un grand mouvement qu'on appelle la Grande Peur. Il s'agit d'une rumeur étonnante qui s'est propagée dans les campagnes et qui reste sans équivalent jusqu'à aujourd'hui. C'est l'idée que les aristocrates auraient lâché dans toutes les campagnes des bandes de brigands afin de terroriser les paysans. On est encore dans ce concept de complot aristocratique, gardez-le bien en tête. Bon, les historiens ont montré plus tard que ces rumeurs étaient sans fondement. Cette fausse rumeur a eu pourtant des conséquences sociales majeures. Les paysans ayant pris peur ont essayé de se protéger, de s'armer avec des faux, des instruments agricoles, alors qu'en principe seuls les nobles avaient le droit d'en posséder car seuls eux pouvaient faire la chasse. Ils vont se lancer contre leurs seigneurs et contre les châteaux de ces seigneurs. À cette occasion, les paysans vont détruire des textes qui énoncent les droits aux seigneurs et notamment le droit de prélever de l'argent, les taxes sur les paysans. Ce premier acte est ce qui, entre guillemets, ouvrira la porte à l'abolition des privilèges la nuit du 4 août 1789. Maintenant, un grand B sur la fin de l'ancien régime social. Donc nous avions commencé avec le grand A, donc sur la fin de la monarchie absolue durant l'été 1789, et donc maintenant intéressons-nous à cette fin d'ancien régime social. Donc on peut dire que cette révolution sociale est symbolisée par deux dates, la célèbre nuit du 4 août, voilà, et le vote de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Premièrement, la nuit du 4 août 1789. Le travail de l'Assemblée se poursuit pendant la nuit, où une décision très importante est prise. Les députés du clergé et de la noblesse présents à l'Assemblée renoncent à leurs droits traditionnels, privilèges. Cela veut dire clairement que les députés du clergé et de la noblesse ne prétendent plus à ces droits particuliers de ceux de la masse des Français. En réalité, beaucoup de députés nobles et cléricaux étaient absents de cette séance prolongée et ne se sont rendus compte qu'après coup, qu'on avait voté l'abolition de leurs privilèges alors qu'ils ne le désiraient pas. On a conservé l'idée qu'à cette date, tous les députés l'avaient décidé. La conséquence de la nuit du 4 août a donc été pratiquement la disparition des ordres. Il n'y a plus désormais qu'une nation. On reconnaît l'égalité des droits entre tous les Français. Donc oui, on a certains nobles ont propulsé, ont donné une impulsion lors de cette nuit du 4 août pour supprimer ces privilèges, notamment le vicomte de Noailles, mais également le vicomte de Beauharnais, qui ont tous les deux fait, en tant que nobles bien sûr, ont voulu cette fin des privilèges. Et donc maintenant une deuxième partie sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les députés ne prétendent pas inventer des droits qui n'auraient pas existé jusque-là, mais se contentent de dire que les droits qui vont être énoncés dans la déclaration existent déjà dans la nature. Ce sont des droits naturels, distincts du droit positif. Au-delà du droit positif, on a le droit naturel qui prend
notamment la forme des droits de l'homme. Les droits de l'homme existant déjà dans la nature. Le travail de l'Assemblée est seulement de les déclarer et non de les créer. Cette déclaration n'est pas tout à fait valable pour les droits du citoyen qui ont quelque chose d'artificiel. Selon Rousseau, les hommes naissent isolés et pour former un État, ils doivent se réunir en acceptant un contrat social. Là, on est sur la philosophie du contrat. Les droits de l'homme, eux, sont antérieurs à l'État car ils appartiennent à la nature. Droits de nature. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen va être rédigée rapidement, car les députés considèrent que leur but essentiel est de rédiger la Constitution, et que cela doit être fait vite pour ensuite pouvoir régler les problèmes de l'administration, et donc de ce mouvement de la révolution des municipalités. Le préambule dans une loi a pour objet de présenter les caractères fondamentaux de la loi. On a 17 articles dans lesquels sont réunis les droits de l'homme. La déclaration de 1789 reprend les grands principes des Lumières. Liberté, droit de propriété, l'égalité juridique. Première remarque sur les aspects politiques de la DDH. La DDH, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Celle-ci reconnaît la liberté d'expression et en particulier la liberté de la presse. Ça, c'est très important. Ainsi, la censure est presque abolie en 1789 pour permettre au peuple d'exprimer son esprit critique dans les brochures et les journaux, notamment Camille Desmoulins qui fera beaucoup de productions journalières au cours de cette révolution. Voilà, la censure, c'est également un sentiment d'oppression en plus de cette lettre de cachet, donc voilà, cette assemblée s'empresse d'abolir cette censure. Point négatif, la déclaration ne reconnaît pas une liberté aujourd'hui considérée comme essentielle, la loi 1901, la liberté d'association. C'est en fait une réaction des révolutionnaires contre l'organisation de la société ancienne encore. Or, l'un des grands principes de la révolution est le rejet de ce que les révolutionnaires appellent les corps intermédiaires. Autrement dit, on prétend qu'il n'existe rien entre les citoyens et l'État. Il ne doit pas y avoir de corps intermédiaire. Quelles sont les conséquences politiques de cela? Pourrait-on créer des associations politiques? En principe, la DDH l'exclut, mais la pratique sera différente de la théorie de la loi. Point positif, dans la déclaration, on trouve un principe fondamental d'organisation de l'État, le principe de la séparation du pouvoir voulu par Montesquieu. Ce qui a un sens très fort car la DDH rejette aussi bien la monarchie absolue que la démocratie directe. On va séparer le pouvoir législatif, autorité de l'Assemblée. Aux citoyens, on reconnaît le droit de participer à l'élaboration de la loi, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants. Le pouvoir de faire la loi est donc désormais donné à la nation constituée par les citoyens et retiré au roi. Donc le roi ne peut plus faire la loi. La loi peut être en théorie votée par l'Assemblée et par référendum. La déclaration ne dit rien au sujet du suffrage et ne pose pas le principe de suffrage universel. Il faudra attendre 1848 pour avoir ce suffrage universel masculin, bien sûr. Au moment de la réunion des États généraux, la presse pourra-t-elle rendre compte des débats à l'Assemblée? Le directeur de la librairie s'y oppose. Ne permet pas la création de journaux pour diffuser les débats. Face à cette interdiction, les députés vont utiliser un moyen détourné pour faire connaître les débats. Rappelons que les députés sont des mandataires des électeurs des États généraux via les cahiers de doléances. Donc les députés jugent naturel de rendre compte de leur mission aux électeurs. Pour cela, les députés vont créer une sorte de presse sous la forme de lettres aux électeurs. Ce système de lettres périodiques existe encore aujourd'hui. Ces lettres sont imprimées et diffusées auprès des électeurs. Concernant l'opposition du gouvernement et la diffusion des débats, on constate que très rapidement la censure va reculer. Emportée par le flot de la Révolution, elle va pratiquement disparaître et la conséquence va être la création de nombreux journaux. À Paris surtout, mais aussi en province. Sauf exception, ces journaux n'attaquent pas ouvertement le pouvoir royal. C'est dans ce contexte qu'est votée la Déclaration des droits de l'homme le 26 août.
garantissant la liberté d'expression et donc concrètement la liberté d'impression, de publication. Néanmoins, il y a une réserve, cette liberté n'est pas absolue puisque la déclaration accorde la liberté sauf à répondre, je cite, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Un journaliste ne peut pas attaquer des particuliers de façon calomnieuse et ne doit pas violer l'ordre public. Cette liberté d'expression et de la presse est bien garantie car les auteurs de délits de presse ne peuvent être poursuivis et donc condamnés qu'en vertu d'une loi et non pas d'une simple décision administrative comme c'était le cas avec les lettres de cachet. La Constitution de 1791, de même que les autres constitutions révolutionnaires, reprend le principe de la liberté d'expression et donc de la presse. En pratique, cette liberté ne sera pas toujours observée. Voilà, nous en avons fini donc pour ces 2 points. Et je pense que c'est déjà bien pour ce premier cours. Donc vous voyez que ça va être un cours tout de même assez dense. Donc la prochaine fois, on rattaquera sur la nature de la presse. Voilà, donc j'en ai fini maintenant pour cette première partie. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez clair. Et je vous dis à très vite.